Donc, moi, c'est Amandine Brossier, donc spécialiste, en aptitude à l'utilisation depuis, une dizaine d'années maintenant. Donc j'ai accompagné plus de 30 fabricants sur tout type de dispositif dans leur marque HE ou l'autorisation FDA et je cofondais Usaria, qui est une société spécialisée dans l'aptitude à l'utilisation, pour le marque HE et l'autorisation FDA également. Et au niveau de notre offre, donc on propose des offres en aptitude à l'utilisation, de la formation également, et on fait également de la recherche utilisateur pour tout type de produit en santé, qu'ils soient DM ou non, et de la conception donc d'interfaces numériques, donc du maquettage d'interfaces numériques et de documentation d'accompagnement. Donc pourquoi on est là aujourd'hui? Eh bien tout simplement puisqu'il y a de plus en plus de fabricants qui visent le marquage CE et la FDA en même temps, sans toujours savoir comment gérer l'utilisation, sans refaire 2 fois le même travail et surtout sans connaître les attentes des autorités qui peuvent parfois varier. Donc l'objectif d'aujourd'hui, ça va être vraiment de clarifier les similitudes, puisqu'il y en a, et les vraies différences entre l'approche CE et l'approche FDA en aptitude à l'utilisation. Surtout pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet, questions-réponses. J'y répondrai à la fin. Donc avant de rentrer, véritablement en détail, dans les différences, on va d'abord voir ce que c'est l'utilisabilité. Donc l'utilisabilité selon, la norme 9241-11 qui est la norme vraiment de référence sur tout ce qui va être ergonomie. L'utilisabilité va être définie selon le degré, selon lequel un produit peut être utilisé par des utilisateurs identifiés, pour atteindre des buts définis, donc sur 3 principes: l'efficacité, l'efficience et la satisfaction. Pour ceux qui ont déjà suivi, les webinaires Usaria, vous devez avoir l'habitude de cet exemple, mais pour expliquer un petit peu plus concrètement, demain, on vous demande, de designer une porte. Bon, bah, une porte, rien de plus simple, hein, une poignée, une porte, on va dire. Mais après, on vous spécifie qu'il y a une porte qui va être à destination, d'un banquier utilisé à la banque et l'autre qui va être utilisée à l'hôpital. Eh bien, vous allez vous retrouver avec 2 conceptions totalement différentes. À gauche, pour la banque, on va avoir, une porte, sécurisée. L'objectif, c'est qu'on touche pas à votre argent, donc vraiment une porte bien renforcée. De l'autre côté, à l'hôpital, bon, ça va dépendre des services, mais généralement, ce qu'on va chercher, c'est des portes faciles à ouvrir, sans poignée, pour pouvoir passer en urgence les lits entre les services, etc. Donc on se rend bien compte qu'en fonction de l'utilisateur et du contexte, avec un même objet, on arrive à 2 conceptions totalement différentes. Et l'aptitude à l'utilisation dans tout ça, eh bien, c'est exactement la même chose. Si on prend, la norme 62366-1, on voit bien que l'aptitude à l'utilisation, c'est les caractéristiques de l'interface qui vont faciliter l'utilisation et établissent ainsi l'efficacité, l'efficience et la satisfaction. On revient donc sur les mêmes 3 points. Si on prend vraiment l'utilisation, l'objectif, ça va être, de comprendre comment les utilisateurs interagissent avec le dispositif médical et étudier l'impact de la conception sur ces interactions. Donc quand on utilise un dispositif médical, on a un environnement, un utilisateur ou plusieurs, une interface et le but, c'est de combiner ces 3 éléments pour mener à une utilisation correcte qui va être sûre et efficace et éviter tout ce qui va être erreurs d'utilisation qui vont mener à une utilisation inefficace et non sécurisée. Au niveau du cadre normatif, côté européen, bon forcément on va être, soumis aux règlements MDR et IVDR. Côté FDA, tout est géré par le code, de la régulation fédérale, donc le 21 CFR avec beaucoup de petits points après suivant, dans quelle catégorie on est. En Europe, souvent les dossiers sont évalués par un organisme notifié hors classe 1. Côté FDI, on va accéder au marché, via, les 510K, les de novo ou les PMA. On ne va pas rentrer en détail là-dedans, c'est pas le cœur du sujet, mais voilà, on a différents types de soumissions, qu'on soit en Europe ou aux États-Unis. Les référentiels purs au niveau de l'aptitude à l'utilisation, donc pour le marquage CE, la norme maîtresse, c'est vraiment la 62366-1, amendement 1 2020, pour tous les DM, y compris, les dispositifs de diagnostic in vitro. Et pour tout ce qui va être dispositifs, médicaux, électromédicaux, on va également avoir la 6601-1-6, pour vraiment spécifique à ces dispositifs, mais la norme chapeau reste la 62-366. La 6601-1-6, c'est vraiment un complément. Côté FDA, on va avoir, une guidance de 2016, qui est le Applying Human Factors and Usability Engineering to Medical Devices, qui est vraiment la norme, la guidance de référence. Donc il faut savoir que cette guidance, vous pouvez la trouver sur le site de la FDA, elle est téléchargeable gratuitement.
Et il y a également une seconde guidance de 2022 qui est toujours en état de draft sur le contenu des informations de facteurs humains à soumettre pour les dispositifs médicaux. Il faut savoir que c'est plus une norme qui va vous dire dans quelle catégorie vous vous trouvez niveau soumission, si vous devez soumettre un dossier complet de facteurs humains ou non, en fonction de si vous êtes sur un dispositif modifié ou pas. Donc, ce n'est pas une guidance qui va régir tout le processus, c'est vraiment celle de 2016 qui fait foi d'un point de vue FDA. Mais celle-ci peut être aussi intéressante, notamment si vous êtes sur une modification d'un dispositif existant, vous pouvez baser sur cette norme, sur cette guidance. Ce qu'il faut savoir aussi d'un point de vue FDA, c'est qu'on a de nombreuses guidances spécifiques suivant les produits. Par exemple, on a les combination products, qui sont des produits dans lesquels on va mettre un produit pharmacologique ou quelque chose. Là, ils ont une guidance spécifique, celle de 2017, dans laquelle on intègre aussi les facteurs humains. La référence, ça reste celle de 2016, mais voilà, suivant vos produits, n'hésitez pas à vous renseigner sur les guidances spécifiques qui peuvent avoir des petits ajustements au niveau de la guidance santé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les normes 62.366 et la norme 6601-1-6 sont également reconnues par la FDA. Donc, même la 62.366 est citée par la guidance FDA et inversement, la guidance FDA est reconnue par la 62.366. Donc, on est quand même sur un processus assez commun. Au niveau des similitudes justement entre ces processus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif est le même, que ce soit pour le marquage CE ou à la FDA, ça va être de concevoir des dispositifs sûrs d'utilisation et efficaces pour leurs usages et leurs utilisateurs dans l'environnement d'utilisation prévu. Comment? Eh bien tout simplement en mettant en place une démarche de conception centrée utilisateur, mais qui va intégrer la gestion des risques. Globalement, quand on conçoit une solution, hein, même si c'est votre drive pour faire vos courses ou autre, on appelle ça une conception centrée utilisateur, puisqu'on va toujours mettre l'utilisateur au centre de sa conception. Ce qui change sur un DM, c'est qu'on va avoir la partie risque, puisque bah, forcément, quand on utilise un dispositif médical, on s'expose à certains risques. Si on résume le processus, hein, qui est applicable que ce soit côté FDA ou CE, là, on démarre toujours par la définition des utilisateurs, de l'environnement et de l'interface. Quand je dis définition de l'interface, on ne conçoit pas encore, mais on va définir les grandes fonctionnalités qu'on souhaite, les grosses pages, on va dire, ou les gros blocs de l'interface. Ensuite, on va venir identifier ce qui peut malheureusement mal se passer lorsque j'utilise mon dispositif, hein. Quels sont les dangers qui sont associés, quelles vont être les erreurs d'utilisation quand je vais utiliser mon dispositif. Une fois qu'on a identifié ce qui peut mal se passer, on va essayer de corriger ce qui peut mal se passer. Donc, on va venir développer et implémenter des mesures de maîtrise du risque. C'est-à-dire que pour chaque erreur d'utilisation qu'on va avoir identifiée, on va réfléchir à comment je peux minimiser cette erreur. Même si je ne peux peut-être pas totalement la supprimer, comment je peux au moins réduire sa fréquence d'apparition. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réfléchir à ces mesures de maîtrise du risque. On va les implémenter, on va réaliser ce qu'on appelle des évaluations formatives. Donc, les évaluations formatives, c'est valable que ce soit pour la FDA ou le marquage. On va faire des évaluations au cours de conception pour voir si les solutions auxquelles on pense sont bien orientées, bien adaptées aux utilisateurs ou si on a besoin de faire des ajustements. Une fois qu'on a figé sa conception, qu'on a fini ces évaluations formatives, qu'on est sûr que notre dispositif est sécurisé et correspond aux attentes des utilisateurs, on va venir valider la sécurité d'utilisation à travers une évaluation sommative, où là, vraiment, on va être sur la version finale du dispositif et le but, c'est d'obtenir des preuves que le dispositif peut être utilisé en toute sécurité par les utilisateurs dans leur environnement d'utilisation. À la fin de l'évaluation sommative, la grande question qu'on se pose, c'est de savoir si les risques résiduels sont acceptables. Puisque l'évaluation sommative, son objectif, c'est de venir évaluer l'efficacité des mesures de maîtrise du risque, eh bien on va voir si ça a fonctionné ou non. Si ça n'a pas fonctionné, si les risques résiduels ne sont pas acceptables, généralement, on va repartir en conception, on va venir redévelopper, implémenter des mesures de maîtrise du risque. À savoir qu'il y a des petites subtilités, puisque potentiellement, vous pouvez avoir un risque résiduel non acceptable, mais que vous avez réduit au maximum, sur lesquels vous ne pouvez plus rien faire. Là, vous pouvez justifier que vous ne pouvez pas retourner en conception. Ensuite, on va se demander si on a de nouveaux risques liés à l'utilisation qui ont été introduits lors de cette évaluation sommative. C'est-à-dire qu'on voit bien que l'analyse des risques, on l'a fait en amont. Donc, si ça se trouve, on a oublié certains risques qu'on va découvrir lors de l'évaluation sommative. Si on n'en découvre pas de nouveaux, c'est très bien. On peut soumettre son dossier d'un point de vue usability. En revanche, si on découvre de nouveaux risques, de nouveau, on va venir partir en développement pour voir si on peut essayer de les atténuer le plus possible. Après, pareil, c'est un schéma assez global. Il y a des subtilités, hein, s'il y a des nouveaux risques, mais qui ne sont pas
Si la conséquence n'est pas très élevée, on peut également justifier de ne pas avoir à refaire d'évaluation sommative, par exemple. Maintenant, on va s'attaquer vraiment aux différences entre ces 2 processus. Donc pourquoi la FDA est différente? Ce qu'il faut savoir au niveau FDA, c'est que la FDA va avoir des attentes peut-être plus explicites, sur la partie usability. Ils savent vraiment ce qu'ils veulent et les termes qu'ils veulent, employer. C'est un peu plus uniforme dans le sens où, forcément en Europe, on est sous organismes notifiés, donc en fonction des organismes, peut-être qu'ils n'ont pas les mêmes exigences, les mêmes niveaux de formation, les mêmes attentes, alors que la FDA, c'est centralisé, donc le niveau d'attente va être exactement le même, quel que soit le dossier. D'un point de vue FDA, on va le voir juste après, mais on va baser vraiment l'évaluation sur ce qu'on appelle les tâches critiques. Heu, Côté FDA, on a quand même des formats de livrables assez imposés, alors non pas sur les protocoles, rapports, mais sur tout ce qui va être, synthèse finale et analyse des risques. Côté FDA, on peut avoir des interactions réglementaires possibles, notamment via, les pré-soumissions. Alors je dis pas qu'en Europe, on peut pas avoir d'interaction réglementaire totale, mais là, c'est vraiment, un moyen de communiquer avec la FDA pour savoir si vous partez dans le bon sens d'un point de vue, facteur humain. Et généralement, si on réalise des tests aux États-Unis, on peut avoir besoin d'un IRB, mais pareil, j'expliquerai juste après ce que c'est qu'un IRB. Au niveau de la pré-soumission, hein, juste pour faire un petit topo sur la pré-soumission ou la Q-Sub, moi je vous con enfin pour moi, c'est, une des meilleures choses à faire dans votre dossier, que ce soit pour la partie facteur humain, votre dossier au global. C'est une rencontre formelle vraiment avec la FDA avant de lancer l'étude. Ça vous permet d'avoir des retours, en tout cas d'un point de vue actualisation, sur, la définition des tâches critiques. Est-ce que vous avez bien fait votre analyse des risques? Est-ce que vous êtes au bon niveau? Votre stratégie de validation des facteurs humains, la méthode de recrutement et les profils que vous allez, re je vais y arriver, les profils que vous allez, tester et également sur votre protocole d'étude. Est-ce qu'il est suffisamment réaliste? Est-ce que votre formation correspond bien à ce qui est prévu? Est-ce que l'environnement est réaliste? Faut savoir que la pré-soumission, on a des temps de réponse moyens de 4 à 8 semaines, à savoir que c'est vraiment un temps moyen. J'ai déjà vu des pré-soumissions, avoir des retours en 2 semaines, comme d'autres un peu plus que 8 semaines. Malheureusement, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend, hem, de la présence d'agents FDA, sur place au bon moment. Ça va dépendre du turnover et cetera. Ça, c'est des exemples de questions que vous pouvez poser côté facteur humain. Donc ça vient justement de la guidance de la pré-sub. Par exemple, vous pouvez demander à la FDA si, le protocole de test est suffisamment, adapté pour collecter des données de sécurité pour supporter votre soumission, future. Vous pouvez également demander si votre analyse des risques est adéquate. Est-ce que la FDA voit d'autres, tâches critiques que vous n'avez pas pensé à identifier? Il faut savoir que la FDA voit tellement de dossiers qu'elle est capable de vous dire, assez facilement s'il y a vraiment des éléments que vous avez oubliés. Et vous pouvez aussi poser des questions justement sur les participants recrutés. Est-ce qu'ils correspondent bien à la cible, du dispositif? Est-ce que la FDA est entre guillemets «d'accord» avec votre stratégie de recrutement? Donc ça, c'est des éléments que vous pouvez sonder. Généralement, chaque fabricant fait une Q-Sub sur beaucoup de sujets, mais je vous conseille quand même d'intégrer un petit peu les facteurs humains. Ça peut vous permettre, d'avoir déjà des retours et d'éviter des gros problèmes sur votre étude. Faut savoir que voilà, sans pré-sub, la FDA peut refuser l'étude si, les tâches critiques, le recrutement ou la méthode ne sont pas conformes à leurs attentes, tout en notant quand même que, la pré-sub n'est pas gage de succès. Elle va être surtout utile pour vous éviter des gros échecs méthodologiques. Mais par exemple, si vous soumettez votre protocole à la FDA en pré-sub, mais que vous posez pas des questions précises, la FDA va pas vous dire ce qui ne va pas dans votre protocole. Elle va uniquement répondre aux questions que, vous allez leur poser. Au niveau des différences concrètes, sur l'analyse des risques entre, l'Europe et les États-Unis, c'est le format. Côté CE, on n'a pas d'exigence spécifique sur l'analyse des risques liés à l'utilisation. D'ailleurs, vous pouvez avoir une analyse des risques liée à l'utilisation dédiée ou vous pouvez intégrer ces risques directement dans votre analyse des risques globale. Ça, il y a aucune obligation. Tout ce qui compte, c'est que ce soit conforme à l'ISO 14971 et à la 62366. Côté FDA, c'est un petit peu différent. Alors le format, URA, donc Use Related Risk Analysis, qui est un format qui est vraiment conseillé de suivre. Ce format, il se présente de la manière suivante. Donc vous allez devoir référencer, l'identifiant de la tâche utilisateur associée, l'erreur d'utilisation potentielle, le danger, la situation dangereuse.
le dommage clinique potentiel, que ce soit pour le patient ou pour l'utilisateur au sens global, la sévérité du dommage. Vous allez devoir définir si c'est une tâche critique ou non. On reviendra dessus derrière pour voir ce que c'est une tâche critique. Vous allez devoir lister vos mesures de maîtrise du risque. Et ensuite, vous allez devoir expliquer comment vous allez valider ça lors de votre étude de validation des facteurs humains. Donc, par exemple, si vous avez le premier risque, on l'évalue à travers le scénario numéro 4 dans notre évaluation, ou alors à travers la tâche de connaissance numéro 5, par exemple. C'est vraiment pour avoir une traçabilité exacte de ma tâche, mon erreur d'utilisation et comment comment je la valide lors de mes évaluations. Donc ça, c'est le format entre guillemets imposé par la FDA, à savoir qu'il me semble que la FDA n'exige pas la situation dangereuse, mais comme généralement vous l'avez pour l'Europe, autant la mettre aussi côté FDA. On ne vous fera pas un reproche si vous avez pas si vous ajoutez une hazardous situation au niveau de votre URA. Mais ça, c'est vraiment le formalisme type pour la FDA. Maintenant, les grosses différences, elles vont être surtout au niveau de l'évaluation sommative. C'est là où on note le plus de différences dans les deux processus. Déjà, d'un point de vue terminologie, bon alors là, c'est pas propre à l'évaluation sommative, mais il faut savoir que côté CE, on va parler de Usability Engineering. Côté FDA, on parle de Human Factors Engineering. Côté CE, on va parler de Summative Evaluation. Côté FDA, de Human Factors Validation Testing. Alors, pour le premier point, sur la Usability Engineering et les Human Factors Engineering, il faut savoir que c'est des termes totalement équivalents. Le Usability Engineering, selon la 62366, qui nous met même juste en dessous que c'est aussi des Human Factors Engineering, c'est l'application des connaissances sur les comportements humains, leurs capacités, leurs limites et toute autre caractéristique pour la conception de dispositifs médicaux, de systèmes, pour atteindre une utilisabilité adéquate. La définition des Human Factors Engineering, c'est exactement la même. C'est également l'application des connaissances sur le comportement humain, les capacités, les limites et toute autre caractéristique. C'est juste que la FDA mentionne explicitement tout ce qui va être documentation d'accompagnement, tout ce qui va être formation, mais c'est la même définition et la FDA nous dit également que ces deux termes sont des synonymes. Donc on voit bien que ces deux termes sont totalement exacts. Là, il y a une légère différence, c'est au niveau de l'évaluation sommative. Donc, le terme pour la 6306, donc c'est évaluation sommative, qui est une évaluation de l'interface conduite à la fin du développement de l'interface utilisateur, avec pour objectif de collecter des preuves que l'interface peut être utilisée de manière sécurisée. Ça, c'est la définition type de la 6366. Côté FDA, on va plutôt parler de Human Factors Validation Testing. C'est globalement la même chose, puisque c'est des tests conduits à la fin du développement du dispositif médical pour évaluer les interactions utilisateurs avec le dispositif afin d'identifier des erreurs d'utilisation qui peuvent causer des dommages sérieux pour le patient ou l'utilisateur. Et c'est également utilisé pour évaluer l'efficacité des mesures de maîtrise du risque. Et la FDA spécifie bien que les Human Factor Validation Testing, c'est une portion du Design Validation. C'est la même chose en Europe, l'évaluation sommative, c'est une partie de la validation de design, mais la FDA le précise. Et autant on a bien vu pour Usability et Human Factor, les deux normes disaient qu'ils étaient synonymes, là, la FDA vient nous préciser que de temps en temps, les Human Factors Validation Testing, on les réfère à des Summative Usability Testing, mais que tel que défini dans la 63-66, ça peut être défini différemment et qu'il y a certaines définitions qui oublient des composants essentiels des Human Factors. Donc, la FDA va préférer que vous utilisez le terme Human Factor Validation Testing. C'est que du wording, à la fin, c'est la même chose, c'est un test sur la version finale de votre dispositif, mais si vous visez le FDA Approval, utilisez le terme Human Factor Validation Testing, ce sera plus apprécié que d'utiliser le terme Summative Evaluation. Au niveau des scénarios et des tâches, quand on fait une évaluation sommative côté CE, ce qu'on va tester, c'est des scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux. C'est la clause 5.5 de la norme, c'est-à-dire que quand vous avez fait votre analyse des risques, vous avez identifié des scénarios qui peuvent mener à un phénomène dangereux et donc à un dommage. Ce que nous dit la norme 62366 sur ce point, c'est qu'on a plusieurs stratégies possibles. La première, vous pouvez décider d'inclure tous les scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux. Même si la conséquence de l'erreur d'utilisation est mineure, par exemple, vous pouvez dire non, moi j'intègre tous mes scénarios.
Deuxième stratégie, vous pouvez dire: «Non, je me base sur la sévérité, j'intègre que mes scénarios qui peuvent mener à un dommage potentiel qui a une sévérité, par exemple, supérieure à, sérieuse». Vous pouvez vraiment définir cette catégorie. Et la troisième, vous allez vous baser sur la sécurité et d'autres circonstances. Donc c'est si, par exemple, vous avez des scénarios que vous ne pouvez pas simuler lors d'un test utilisateur, vous allez prendre l'option 3. Donc là, vraiment, vous êtes entre guillemets «libre» sur ce que vous allez venir évaluer. Côté FDA, il faut savoir que la FDA ne va considérer que les tâches critiques, c'est-à-dire les tâches pour lesquelles la sévérité, du risque associé va être élevée. Les autres tâches, vous allez pouvoir les évaluer aussi, hein, rien ne vous empêche puisque des fois, lors d'un test, ça reste dans le flux d'utilisation classique. On va dire si je prends une tâche de login, par exemple, vous avez, démarré un dispositif, l'utilisateur doit s'identifier. Des fois, l'identification, c'est pas un scénario critique d'un point de vue, usability. Vous allez quand même le tester pour pas couper l'utilisateur dans toutes ces tâches. Mais les tâches associées, par exemple, à ce login, vous allez les traiter de manière secondaire, donc l'analyse va être assez succincte, plutôt annexe. Donc vraiment, CE, vous êtes libre sur ce que vous choisissez d'évaluer. FDA, on se concentre sur ce qui est le plus risqué. Donc, ce que c'est un scénario d'utilisation relatif au phénomène dangereux, c'est un scénario d'utilisation qui peut mener à une situation dangereuse ou à un danger, alors que la tâche critique, elle, c'est vraiment une tâche qui, si elle n'est pas réalisée ou incorrectement réalisée, pourrait causer un dommage sérieux pour le patient ou l'utilisateur, ou la conséquence est définie comme quelque chose qui va vraiment compromettre le soin médical. Donc, par exemple, si on prend une analyse des risques qui est répartie de 1 à 5, on peut se dire que toute tâche critique, c'est une tâche dont l'erreur d'utilisation va avoir une sévérité de 3, 4 ou 5. C'est généralement ce qui est admis quand on est sur 5. Au niveau des participants pour vos évaluations, côté CE, on recommande généralement 15 participants par groupe utilisateur. Il faut savoir que la norme 62.366-1 ne mentionne pas directement de chiffre. Elle ne va pas vous dire c'est minimum 15. Mais il y a des statistiques qui évoquent que 15, c'est un bon chiffre pour détecter un nombre important d'erreurs d'utilisation, et les organismes notifiés se sont un peu harmonisés sur le fait qu'on va attendre 15 participants par groupe utilisateur. Mais ça va dépendre du dispositif. Vous pouvez très bien faire 20 participants par groupe utilisateur, 25, etc. Ça va dépendre de sa classe, de sa sévérité, des risques associés. Côté FDA, c'est clairement écrit dans la guidance que c'est minimum 15 par groupe utilisateur. Et idem, ça va dépendre du dispositif ou autre. On peut monter à 15, 20, 25, 30. Bon, généralement, on va pas aller à 30 par groupe utilisateur, hein, ça devient compliqué, mais c'est vraiment 15 le minimum requis pour votre étude. Donc, par groupe utilisateur, on entend groupe utilisateur différent au niveau du dispositif. Donc, si par exemple, on est sur un système de gestion du diabète, vous pouvez avoir d'un côté les patients diabétiques et le common groupe utilisateur, les endocrinologues. Par exemple, ça constituerait 2 groupes utilisateurs, vous aurez 2 fois 15 utilisateurs à regrouper. Mais idem, ces groupes utilisateurs, ça va dépendre de vos risques, ça va dépendre de votre dispositif. Côté CE, on n'a aucune indication quant à la nationalité des utilisateurs ou la géographie des tests. On nous dit juste: vous devez faire une évaluation sommative, si possible avec des tests utilisateurs, avec minimum 15 participants par groupe utilisateur, mais ça s'arrête là. Forcément, les pays vont dépendre aussi de la langue du dispositif, mais on n'a pas d'indication très précise. Côté FDA, c'est plus clair. La FDA nous dit que l'étude de validation est attendue avec des participants résidant aux États-Unis. Au niveau justement de ces participants, il faut savoir que la FDA va être extrêmement attentive à la représentativité des utilisateurs vis-à-vis des utilisateurs prévus, à l'expérience des utilisateurs. Est-ce que c'est des utilisateurs naïfs vis-à-vis de la solution expérimentée? Donc si par exemple on est sur du diabète, hein, on va demander, est-ce qu'ils sont naïfs vis-à-vis de ce type de système de diabète? Donc si on est sur de la boucle fermée, est-ce qu'ils sont naïfs vis-à-vis des boucles fermées ou est-ce qu'ils ont de l'expérience? Et on va vous demander souvent un mixte. Donc, par exemple, des personnes qui n'ont jamais utilisé de boucle fermée, des personnes qui ont déjà utilisé des boucles fermées. Parmi les personnes qui ont déjà utilisé des boucles fermées, des personnes qui l'utilisent depuis plus de 15 ans, d'autres qui l'utilisent depuis moins de 5 ans. Voilà, on va vous demander vraiment quelque chose de très varié au niveau des participants. On va vous demander de prendre en compte vraiment toutes les populations. Et la FDA va vraiment vérifier les expériences similaires sur d'autres dispositifs, les limitations fonctionnelles pertinentes et l'adéquation entre les tâches critiques et votre profil utilisateur. Donc vraiment, les participants, c'est un point critique des soumissions de dossiers. À savoir que là, je me suis focalisée sur la FDA, mais il faut savoir que l'Europe est totalement exigeante aussi sur la représentativité des profils utilisateurs.
Si vous avez un dispositif à destination d'utilisateurs diabétiques, forcément, c'est des utilisateurs diabétiques que vous allez devoir recruter. Ça va de soi, mais c'est juste que la FDA a tendance à être un peu plus regardante sur les mix, d'expérience, d'antériorité, et cetera. Au niveau donc des petites astuces, hein, sur ces premiers points, il faut savoir qu'au niveau des évaluations formatives, donc les évaluations que vous réalisez au cours de la conception pour voir si vous êtes dans le bon sens, côté FDA, on reconnaît aussi les évaluations formatives, c'est le terme qui est employé, et il n'y a pas de spécification quant à la géographie, de vos évaluations formatives. Donc vous pouvez très bien les faire en Europe, en France. En revanche, attention à la représentativité des résultats. Forcément, votre utilisateur européen peut être différent de l'utilisateur américain. Donc, si vous concevez avec des Européens, vous pouvez avoir des surprises lors de la validation aux États-Unis, puisque potentiellement, vous êtes passé à côté de certaines caractéristiques de l'utilisateur ou de l'environnement. Mais voilà, vous pouvez très bien valoriser vos évaluations formatives dans votre dossier FDA, même si vous les avez réalisées en Europe. Concernant les tests avec les résidents américains aux US, la guidance le mentionne, il peut y avoir des exceptions. Mais dans ce cas-là, il va falloir produire vraiment un solide rationnel pour démontrer que les profilisateurs, pardon, sont exactement les mêmes en Europe, aux États-Unis, que leur usage est exactement le même, que l'environnement d'utilisation est exactement le même. Donc ça nécessite quand même un gros travail, que ce soit de la littérature ou des entretiens avec des potentiels utilisateurs. Et du coup, si vous savez que vous visez les 2 marchés, moi je vous conseille, même si vous concevez d'abord pour l'Europe, de quand même réaliser dès le début de la conception des entretiens avec des Américains, pour prendre en compte leurs besoins, leurs caractéristiques lors du développement et non pas devoir redévelopper pour cette population spécifique. Par exemple, pour certains corps de métier, on peut avoir des responsabilités différentes. Les infirmiers, européens peuvent, ne pas avoir les mêmes fonctions exactes que les infirmiers, américains. Pareil pour les chirurgiens thoraciques. On a aussi des grosses différences sur l'usage Android versus iOS, où les Américains sont beaucoup plus, hem, habitués à utiliser iOS et pas Android. Donc ça peut jouer aussi sur l'expérience utilisateur globale et sur, l'utilisation de votre dispositif. Au niveau comité d'éthique, donc il faut savoir que côté CE, en tout cas, surtout pour la France, on n'a pas de nécessité de passer par un comité d'éthique pour faire une étude, de usability. On n'a pas besoin de CPP ou autre, sauf si vous réalisez cette étude dans un contexte clinique. Il faut savoir que normalement, la usability, on peut la faire en clinique, mais à but secondaire, pas à but principal, hein. Généralement, la usability, on essaye de la faire avant sa clinique. Côté FDA, en revanche, il peut être nécessaire de soumettre l'étude à un IRB, donc Institutional Review Board. On va voir après juste ce que c'est. Juste pour le côté clinique, hein, donc il faut savoir que la FDA, c'est pareil. On peut parler aussi de actual use testing. Donc, ce que la FDA nous dit, c'est qu'on peut faire des tests en situation réelle, dans l'utilisation réelle, mais qu'il faut déjà avoir des preuves de la sécurité d'utilisation pour faire ça dans un contexte plus clinique. Donc, dans tous les cas, il vaut mieux faire votre facteur humain avant d'aller en clinique. Donc, côté CE, pas besoin de CPP, pas besoin de comité d'éthique, FDA, potentiellement un IRB. Au niveau de cet IRB, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'IRB, ça va être un comité d'éthique indépendant qui est chargé de protéger les participants impliqués dans une étude. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va évaluer la conformité de votre protocole sur votre capacité à minimiser les risques lors de l'évaluation, garantir une participation volontaire et éclairée, et assurer la qualification des personnes en charge de l'étude. Il faut savoir que des IRB aux États-Unis, il y en a plus d'une centaine. C'est pas comme en France où les CPP, c'est assez difficile d'accès. Là, les IRB, c'est très, très facile d'y accéder. Donc, un IRB, c'est nécessaire si votre étude est menée aux États-Unis, si elle implique des participants humains, si elle comprend des interactions réelles avec un dispositif médical ou si les résultats sont destinés à la FDA. Il faut savoir que tout ça, c'est régi par le 45 CFR partie 46 sur la protection des sujets humains. Au niveau du contenu de la soumission à cette IRB, vous allez devoir leur soumettre votre protocole complet, tout ce qui va être formulaire de consentement utilisateur, tout ce qui va être matériel de recrutement, donc mail de recrutement, annonces, par exemple, si c'est des annonces sur les réseaux sociaux, il va falloir mettre les annonces, tout ce qui va être screener de recrutement, donc c'est ce qui concerne, vos critères de recrutement. Donc ça, c'est un point qu'il faut anticiper si, par exemple, vous passez par une société de recrutement pour faire votre recrutement d'utilisateurs. N'hésitez pas à leur demander en amont les mails de recrutement, et cetera, puisque lorsque vous faites votre soumission IRB, ça va vous être demandé. Donc des fois, on commence la soumission, on se dit: «Mince, j'ai pas cet élément», ça nous fait arrêter, recommencer derrière. N'hésitez pas à les demander en amont. Ensuite, on va vous demander le CV de l'investigateur principal de l'étude, les informations sur le lieu d'étude, donc par exemple, est-ce que c'est un lieu qui a déjà été audité par la FDA? Quelles sont les ressources disponibles sur place?
et on va vous demander forcément des informations sur votre dispositif, donc souvent une notice ou une brochure de présentation pour savoir exactement ce qu'est votre dispositif. Faut savoir qu'on a 3 types de revues IRB. Donc on a le full board, c'est quand on a plus qu'un risque minimal pour le sujet. On a le expedited, c'est quand c'est un risque minimal. Et le exempt, c'est quand on est à moins qu'un risque minimal. Côté aptitude à l'utilisation, alors c'est une généralité, c'est faut adapter au cas par cas, mais généralement on est en expedited review, puisqu'on a quand même des risques minimes, hein. Donc on peut avoir du stress, lié à l'étude, on peut avoir le dispositif qui nous tombe sur le pied, on peut se couper, on peut se coincer un doigt dans un mécanisme. Enfin voilà, on peut avoir quand même des petits risques qui apparaissent. Donc généralement, on va être en expedited review. Il faut savoir que quand on est en expedited review, en moyenne, ça va dépendre des IRB, mais ça prend 2 à 3 jours pour être vu, pas plus. C'est très rapide et même si vous avez des modifications à faire une fois que l'IRB a revu le dossier, généralement 24 heures après, le dossier est accepté si vous avez bien répondu à leur demande. Il faut savoir que l'IRB, ça tient quand même un héritage de la clinique, hein. Si on prend le 45 CFR, le 21 CFR 46, ça vient de la clinique, donc il faut étudier sa nécessité cas par cas. Par exemple, si vous faites un test sur des professionnels de santé, sur des dispositifs similaires à ce qu'ils utilisent déjà, ça peut se discuter de la nécessité d'avoir un IRB. Il n'y a pas de règle magique de dans ce cas-là, on a besoin d'un IRB, dans ce cas-là, on a besoin d'IRB. C'est vraiment au cas par cas et à votre feeling aussi sur ce sujet. Mais généralement, si on est avec des patients, la bonne pratique, c'est quand même de réaliser une soumission à un IRB. Moi, je sais que dans ma pratique, dès que c'est des patients, je conseille la soumission IRB puisque c'est-à-dire que sur le coût total d'une soumission FDA, l'IRB, c'est vraiment très minime. Comme je le disais, c'est assez rapide, hein, en 3-4 jours, ça peut être réglé. Donc c'est à ne pas négliger. Si vraiment vous voulez être plus rassuré et être assez solide, n'hésitez pas à soumettre votre protocole à un IRB. Surtout pour les études de usability, ils ont l'habitude et il n'y a pas des exigences très, très précises tant que vous protégez bien vos utilisateurs, que vous montrez que vos risques sont minimisés, tout va bien se passer. Ensuite, au niveau de l'environnement de test, donc comme je le disais, côté CE, aucune indication géographique spécifique. Côté FDA, vu qu'on veut des résidents, américains, on va s'attendre à ce que les tests soient réalisés aux États-Unis. En ce qui concerne les tests à distance, côté CE, souvent c'est possible de faire à distance, mais pareil au cas par cas et il faut quand même justifier de la représentativité de l'environnement. Si c'est pour un dispositif de télésuivi, par exemple, où c'est le médecin qui fait du télésuivi de ses patients, vous pouvez très bien justifier de faire le test à distance, en visio, à condition que forcément le médecin joue le jeu et ne fasse pas le test dans le métro ou dans un autre environnement, qu'il le fasse dans son cabinet, par exemple. Côté FDA, la FDA semble quand même un peu plus frileuse sur la réalisation des tests à distance, mais pareil, c'est au cas par cas, ça va dépendre du rationnel que vous utilisez pour la justification. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses que vous pouvez sonder, notamment pour la FDA. Si jamais vous envisagez de faire des tests à distance, si vous faites une pré-soumission, n'hésitez pas à leur demander si le test à distance vous paraît justifié, vis-à-vis de votre dispositif pour avoir les preuves de sécurité d'utilisation. Ils vous répondront si oui, vous pouvez les faire à distance ou sinon, vous devez les faire en présentiel. Pour l'un comme pour l'autre, ce qui est sûr, c'est que l'environnement de test doit être représentatif de l'environnement d'usage réel. Et on peut se dire: «Oui, c'est parce que la FDA veut absolument que ce soit aux États-Unis, c'est très conservateur». Ce qui compte, c'est vraiment pas le pays, c'est vraiment l'usage réel. C'est la même logique en Europe, hein. Si, vous faites d'abord votre étude aux États-Unis qu'après vous l'importez en Europe, ce qui va compter, c'est que vos utilisateurs soient, représentatifs au niveau usage et environnement. C'est vraiment ça le cœur du sujet et c'est pas vraiment le pays, c'est la similarité des profils et des environnements. Au niveau des impératifs documentaires, donc comme je le disais, la première différence, c'est sur l'analyse des risques. Côté CE, pas d'exigence spécifique concernant son format, tant qu'elle est conforme à la 1471 et à la 6366. Côté FDA, le format URA est plutôt imposé. La grosse différence, c'est sur la documentation finale. Côté CE, vous allez soumettre un dossier d'utilisation, dans ce qu'on appelle un UEF, et on peut vous recommander de faire un UER, Usability Engineering Report, mais il faut savoir qu'il est non imposé. C'est un document qui est décrit dans le guide technique 62366-2. Sa structure est plutôt libre, hein, la 62366-2 donne une idée de structure, mais c'est totalement adaptable. Moi, mon conseil personnel, c'est souvent de faire quand même un UER, ça permet de tout synthétiser puisque, bah, on le sait tous, hein, quand on développe un dispositif médical, il y a de la documentation dans tous les sens. Et pour s'y retrouver, l'UER, ça permet vraiment de bien synthétiser le processus d'aptitude à l'utilisation. Côté FDA, c'est obligatoire de concevoir ce qu'on appelle un Human Factors Engineering Report, donc le HFE Report.
il est obligatoire, il est décrit dans la guidance, on a toutes les sections à respecter. Pareil, la guidance va dire que c'est, un guide, c'est une idée de comment le rédiger. On sait que dans la pratique, il faut suivre ce qui est écrit dans la guidance FDA, mot pour mot, terme pour terme. Vaut mieux suivre son ordre logique et faire le même dossier. Mais du coup, le HFE est vraiment obligatoire côté FDA, alors qu'une synthèse n'est pas obligatoire côté CE. Vous devez juste avoir un dossier d'aptitude à l'utilisation au sens global. Et le HFE, il faut savoir qu'en moyenne, c'est un document qui avoisine, enfin, on voit souvent des documents de 400 à 700 pages d'un point de vue HFE. Donc, c'est vraiment un document consistant pour votre approche FDA. Au niveau justement du découpage de ces 2 documents, donc si on suit les conseils de la 62-366-2 pour une synthèse de dossier de situation, on va commencer par un résumé exécutif, hein, donc on décrit: «On a mis en place un processus d'application, on a fait telles évaluations, telles évaluations». On va vous demander de résumer votre spécification d'utilisation, qui est la première étape de la norme, qui est celle où on vient décrire les utilisateurs, l'environnement d'utilisation et cetera. Ensuite, on va vous demander de décrire l'interface utilisateur, de résumer les problèmes d'utilisation connus. Donc, soit les problèmes d'utilisation connus sur des dispositifs similaires aux vôtres, soit, si jamais vous êtes sur une évolution de votre dispositif, donc sur la V2 de votre dispositif, ben, les problèmes d'utilisation connus sur la V1 de votre dispositif. Ensuite, vous allez devoir décrire les scénarios d'utilisation relatifs aux phénomènes dangereux que vous avez évalués lors de la sommative et pourquoi vous les avez choisis. Donc, c'était ce que je vous disais tout au début, sur les 3 choix que vous avez, sur la sévérité, sur je choisis tout ou je choisis en fonction de la sévérité et d'autres circonstances. Vous devez justifier le schéma de sélection. Ensuite, vous allez devoir résumer vos évaluations formatives, décrire votre évaluation sommative et conclure. Côté FDA, on commence par la conclusion. On inverse juste ces parties. On va devoir décrire ensuite les utilisateurs, l'environnement, l'utilisation, la formation. Ça revient au même que la use specification, c'est juste que côté FDA, on n'appelle pas ça use specification. Ensuite, on a la description de l'interface utilisateur, les résumés des problèmes d'utilisation connus. Et ensuite, la FDA va vous demander d'écrire vos dangers et les risques associés à l'utilisation de votre dispositif. Le résumé des évaluations préliminaires et des analyses préliminaires. Comme je le disais, le terme formative evaluation est admis dans la guidance FDA. C'est juste que la FDA va avoir plus large en intégrant aussi tout ce qui est vraiment analyse préliminaire au tout début du dispositif, avant même que vous ayez des prototypes à évaluer en formative. Vraiment, la FDA va s'attendre à ce qu'on retrouve toutes les études qui ont pu être faites ici. Ensuite, on va vous demander d'écrire et de catégoriser les tâches critiques. Et enfin, de mettre tous les détails de votre évaluation des facteurs humains, donc tout ce qui va être détails concernant la méthodologie, les résultats, l'analyse des risques résiduels, et cetera. Tout ça va se faire vraiment au niveau de votre HFE report. Il n'empêche que vous devez quand même avoir un protocole d'évaluation, un rapport d'évaluation, et à la fin, le HFE, ça reprend vraiment toute la démarche globale. Au niveau de l'analyse, il faut savoir qu'après l'évaluation, que ce soit côté FDA ou CE, l'analyse est identique. Ce qu'on va vous demander de faire, c'est d'analyser chaque événement observé. Donc, pendant vos tests utilisateurs, observez s'il y a eu des erreurs d'utilisation, des presque erreurs, des difficultés. Pour chacun de ces événements, venir identifier les causes profondes. Donc, qu'est-ce qui a mené à cette erreur d'utilisation? Est-ce que c'est un défaut de design? Est-ce que c'est un problème de formation? Est-ce que c'est un problème de transfert négatif? Donc, l'utilisateur avait l'habitude d'utiliser un dispositif d'une telle manière, vous avez une conception un petit peu différente, donc il a appliqué le même schéma de son dispositif au vôtre. Ensuite, vous allez devoir évaluer l'acceptabilité du risque résiduel, donc c'est-à-dire pour chaque tâche critique ou scénario d'utilisation que vous avez évalué, s'il y a eu des erreurs d'utilisation ou autres, vous allez mettre à jour votre risque résiduel pour voir si celui-ci est acceptable, et donc vous allez mettre à jour votre analyse des risques d'usage. Et enfin, vous allez devoir déterminer si des modifications sont nécessaires et applicables. Si on résume globalement comment ça se passe des modifications post-évaluation sommative ou de facteurs humains, donc on a son analyse des risques résiduels, on va se demander est-ce qu'il est acceptable? Si oui, on n'a pas besoin de faire de modifications. Alors c'est très, très basique, très résumé, puisque potentiellement, vous pouvez avoir un risque résiduel acceptable et quand même dire que vous voulez faire une modification pour améliorer l'expérience utilisateur. On peut avoir ce cas-là aussi. Si, en revanche, votre risque résiduel n'est pas acceptable, des modifications d'interface sont à envisager pour réduire le risque à un niveau acceptable et on retourne en conception. Je dis bien à envisager, puisqu'on a certains cas où, même si on a un risque résiduel non acceptable, on ne pourra rien faire niveau modification d'interface, tout est fait au maximum, mais malheureusement, il reste inacceptable. Ensuite, on va surtout se demander si un nouveau risque a été découvert. Sinon,
pas besoin de faire de modifications. Encore une fois, vous pouvez faire des modifications pour améliorer l'expérience utilisateur, mais il conviendra de regarder si ça impacte des risques ou non. Si oui, on va analyser l'impact de ce nouveau risque. Est-ce qu'il a une sévérité importante? Si oui, on envisage de faire des modifications. Sinon, on n'a pas besoin de faire de modifications. Mais encore une fois, ça dépend de la modification et ça dépend de l'impact sur les risques. Il faut savoir que du coup, la différence porte surtout sur les démonstrations attendues, sur les termes. Donc, comme je disais, FDI, on se concentre sur les tâches critiques. Côté Europe, on va plutôt parler de scénario d'utilisation. Mais l'analyse post-test, elle, vraiment, elle repose sur les mêmes fondamentaux. C'est j'ai des événements, je veux savoir pourquoi ils sont intervenus et est-ce que je peux faire quelque chose au niveau de ma conception pour rendre les risques acceptables. Les petits pièges pratiques à évaluer si vous faites des tests aux États-Unis. La première chose, c'est d'anticiper, les contraintes douanières. Forcément, quand on envoie un dispositif aux États-Unis, il peut se faire, refuser à la douane. C'est pas très marrant, surtout si vous aviez votre étude qui commence 3 jours après. Donc ça, essayez de les anticiper. Il y a des guidances, il y a des sociétés spécialisées pour faire passer les dispositifs au niveau de la douane. Pensez bien à vérifier les unités, les conversions, surtout si vous êtes sur des interfaces où il y a des unités, hein, faut bien penser que le système métrique est différent. N'hésitez pas à adapter le langage et les termes utilisés. Pour l'avoir beaucoup vu, il y a des termes qu'on pensait vraiment, on s'est dit: «C'est des termes anglais, c'est connu par tous» et les Américains les ont interprétés différemment. Donc des fois, on a vraiment des différences de langage. Pareil, attention aux différences culturelles en termes de pratique et d'utilisation. Faut faire attention surtout si vous êtes sur des dispositifs numériques, aux paramètres système. Donc si par exemple, il y a des fuseaux horaires automatiques ou autres, pensez bien à vérifier qu'ils sont, bien mis à jour avant les tests. Pensez à la langue, de l'interface, pensez au clavier, hein, QWERTY, AZERTY. Si vous mettez un AZERTY entre les mains des Américains, ils ont un petit peu du mal à l'utiliser, ça peut vous créer des petits problèmes en test ou par exemple si vous avez des logins, ils vont mal rentrer les adresses mail, tout ça, donc c'est un peu compliqué et surtout si vous avez des astreintes techniques, puisqu'il peut toujours y avoir des problèmes, anticipez bien le décalage horaire. Pour finir, on va passer sur tout ce qui va être modification post-commercialisation. Donc une fois que votre dispositif est modifié, il faut savoir que le raisonnement est le même, mais que la FDA va nous fournir un cadre plus explicite pour guider la conception. Donc le raisonnement classique, suite à une modification post-commercialisation, demain votre dispositif est sur le marché, vous allez d'abord vous demander s'il y a un risque qui est impacté par la modification que vous voulez lui apporter. S'il n'y a aucun risque qui est impacté, vous pouvez dire qu'il n'est pas nécessaire de réaliser de nouveau un processus d'aptitude à l'utilisation. Si, en revanche, vous avez un risque qui est impacté par cette modification, pardon, vous allez vous demander si la sévérité, elle est importante. Sinon, si la sévérité est faible, vous pouvez justifier qu'il n'est pas nécessaire de réaliser un nouveau processus. Si elle est élevée, en revanche, vous allez potentiellement retourner à la phase numéro 1 de spécification d'utilisation, puisqu'il faut voir si cette modification impacte des nouveaux utilisateurs, impacte l'environnement d'utilisation, et vous allez peut-être redéfinir ces éléments et après vous allez retraverser tout le processus. À noter que si jamais vous devez refaire une évaluation sommative, vous pouvez vous concentrer uniquement sur la partie d'interface modifiée ou sur les parties d'interface qui sont impactées par cette modification. Et de nouveau, lors de votre suivi post-commercialisation, si un nouveau risque a été découvert, sinon vous allez pouvoir justifier que vous n'avez pas besoin de refaire de processus, hein, il ne s'est rien passé s'il n'y a pas de nouveau risque découvert. Si un nouveau risque est découvert, on va rebasculer dans est-ce que sa sévérité est importante? Si sa sévérité est importante, je peux recommencer mon processus d'aptitude à l'utilisation. Côté FDA, on a un schéma un peu plus clair, on va dire, qui vient du coup de la guidance de 2022, qui est toujours en draft, hein, d'ailleurs. Et la première question à se poser, c'est est-ce que je viens modifier un dispositif existant? Si oui, les mêmes questions. Est-ce que j'impacte mon interface utilisateur? Est-ce que j'impacte mes utilisateurs? L'usage? Est-ce que j'impacte l'environnement? La formation ou autre? Si vous répondez non à toutes ces questions, vous allez être dans une soumission de catégorie 1, donc rien à voir avec la classe du dispositif, mais on va dire que c'est des catégories de soumission des facteurs humains. Donc là, vous allez juste pouvoir mettre, un gros résumé de ce que vous avez fait en évaluation de facteurs humains pour, la version du dispositif existant. Si jamais vous avez répondu oui à une de ces questions, eh bien là, on va revenir sur les mêmes questions. Est-ce que, ça a un impact sur une tâche critique ou est-ce que vous avez introduit une nouvelle tâche critique? C'est la même chose si jamais c'est un nouveau dispositif, la première question à vous poser, c'est: «Est-ce qu'il y a des tâches critiques?» Si jamais il n'y a pas d'impact sur les tâches critiques, s'il n'y a pas de nouvelles tâches critiques ou autres, vous êtes en catégorie 2, c'est-à-dire que,
vous allez pouvoir faire un rationnel dans votre soumission pour dire en quoi il n'y a pas de tâches critiques ou en quoi il n'y a pas de nouvelles tâches critiques qui ont été introduites. En revanche, si vous avez de nouvelles tâches critiques ou si vous impactez des tâches critiques, alors là, on va vous demander vraiment de refaire une évaluation de validation des facteurs humains. Donc ça, c'est pareil, c'est un schéma que vous pouvez retrouver dans la guidance. De nouveau, c'est un schéma simplifié de la guidance. Il convient de lire bien les textes associés pour voir dans quelle catégorie vous vous trouvez. Dans la guidance, il y a même de petits exemples pratiques qui sont très bien faits, pour vous aider puisque, bah, le schéma, ça reste au cas par cas aussi. Si jamais vous faites une modification d'interface existante, pareil, la l'AFDIE recommande ce petit tableau où vous prenez votre dispositif existant, chacune des tâches, les orientations potentielles. Faites pareil pour le dispositif modifié, vous venez comparer si, ça impacte une tâche, comment ça impacte, le labelling, le design ou de votre dispositif et l'impact sur les mesures de maîtrise du risque et ça va vous permettre de voir si vous devez refaire une évaluation ou pas, si ça impacte un risque. Et enfin, la dernière petite question de savoir quand on vise le CE et la FDA, quelle stratégie employer? Il faut savoir si on fait CE vers FDA. Donc vous avez débuté par, votre marquage CE, donc votre étude sommative a été réalisée en Europe. Il faut savoir que comme on l'a vu, du coup, c'est très difficilement acceptable par la FDA. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est difficilement acceptable. Pour le rendre, si jamais vous voulez que ce soit possible, il faut un solide rationnel qui démontre la similarité des profils utilisateurs, des pratiques cliniques, de l'usage, de l'environnement réel d'utilisation. Si, à l'inverse, vous avez commencé par la FDA et vous voulez aller côté CE, ou vous voulez faire les 2 en même temps et que vous faites votre étude de validation aux États-Unis, ça peut être accepté pour le marquage CE. Encore une fois, c'est pas automatique, c'est pas une vérité absolue, parce que de nouveau, il va falloir démontrer que vos profils utilisateurs sont similaires, sont représentatifs, que l'environnement d'utilisation dans lequel vous avez fait vos tests aux États-Unis est pertinent également pour l'Europe. Et du coup, il va falloir une documentation claire du contexte US et de la similarité avec l'Europe. Encore une fois, c'est au cas par cas et ça va dépendre vraiment de votre rationnel et de vos justifications. Si on résume un petit peu la direction FDA vers CE, donc de réaliser votre étude de facteurs humains aux États-Unis et utiliser ces données pour la FDA et le CE est plus transférable. Mais comme je le disais, elle n'est pas automatique. C'est impératif de construire un solide rationnel et c'est pas exclu que la stratégie soit refusée. Tout va dépendre de votre dispositif, des utilisateurs et de beaucoup d'éléments. Mais il y a quand même plus de chances, dans ce sens-là que le sens inverse. Et le petit conseil, c'est que forcément, si vous visez les 2 marchés, moi, la stratégie que je vous conseille, c'est, de concevoir une étude plutôt FDA compatible. Donc, par exemple, sur votre analyse des risques d'usage, de prendre directement le format FDA, ça vous évite de le refaire 2 fois, donc d'opter un découpage plutôt en tâches. Ça vous évite de faire 2 fois le travail et pareil, d'envisager du coup d'avoir une synthèse du dossier d'aptitude à l'utilisation. Comme ça, vous avez déjà un élément de base, un élément de structure sur lequel vous appuyez pour monter votre dossier FDA. Donc en bref, ce qu'il faut retenir, c'est que le marquage CE et la FDA partagent le même objectif qui est un usage sûr. Les différences vont surtout porter sur la démonstration attendue entre les tâches critiques, les scénarios d'utilisation. La FDA impose une structure documentaire plus stricte quand même que l'Europe. La représentativité des utilisateurs, elle est vraiment clé des 2 côtés. L'analyse des différences de pratique, c'est vraiment essentiel si vous visez le double marquage. En mutualisant vos études, c'est vraiment essentiel de voir les différences entre vos utilisateurs. Et enfin, une bonne stratégie, ça vous permet quand même d'éviter de refaire 2 fois le même travail, hein, comme je le disais, notamment sur l'analyse des risques, sur la synthèse finale. Donc maintenant, c'est le moment de répondre à vos questions si vous en avez. Alors la première question, c'est de savoir s'il est clair que le format URA ne s'intéresse pas aux probabilités d'occurrence, mais à la criticité des tâches. Quid de la norme européenne qui se base sur l'ISO 14971, laquelle demande de s'intéresser aux probabilités d'occurrence. En d'autres termes, est-ce OK de ne pas renseigner des probabilités lors de l'analyse des risques usability? Alors, il faut savoir que pour votre usability en Europe, on va aussi se baser sur la sévérité uniquement. C'est-à-dire que vous avez la fréquence qui est là forcément pour avoir votre risque global et pour le risque résiduel. En revanche, lors de votre analyse des risques usability, moi je vous conseille quand même de mettre les probabilités pour être conforme à l'ISO 14971. C'est quand même une exigence clé de la 14971 et ça va vous permettre aussi de jouer sur le risque résiduel. Puisque quand vous allez mettre, vos mesures de maîtrise du risque en place,
vous allez jouer plutôt sur la fréquence d'apparition que sur la gravité. Le risque, même s'il a moins de chances d'apparaître, la sévérité sera toujours la même. Donc au niveau de l'analyse des risques résiduels, on va plutôt se baser sur la fréquence, sur la probabilité. Donc je vous conseille quand même de mettre les probabilités, quoi qu'il en soit, dans votre analyse des risques liés à l'utilisation. Ensuite, la deuxième question, c'est concernant les utilisateurs, faut-il que les 15 participants soient strictement américains ou un mixte européen-américain peut convenir? Bonne question. Si on se fie vraiment à la guidance FDA, on va être, plutôt sur 15 participants purement américains, puisqu'il faut que ce soit la même chose en termes de représentativité, en termes, d'utilisation et cetera. Donc on va s'attendre plutôt à 15, participants purement américains. De nouveau, c'est un point que vous pouvez sonder avec la FDA, de voir si c'est acceptable d'avoir les 2. Mais moi, je pense que enfin, le retour que je peux faire là-dessus, c'est que je pense qu'ils vont vous demander 15 participants purement américains, à ce niveau-là. Ensuite, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Alors si jamais il y a plus de questions, vous pouvez toujours les poser, hein, il y a pas de souci. Bon, juste pour conclure, si jamais, vous avez besoin d'un accompagnement sur votre stratégie CE, FDA, on peut vous accompagner sur la définition de la stratégie, sur la préparation de vos études et sur la structuration des livrables et même sur la réalisation de vos études. Donc n'hésitez pas à nous contacter si, vous avez besoin, d'accompagnement d'un point de vue, usability. Aussi, si vous avez envie d'en savoir plus sur l'aptitude à l'utilisation, n'hésitez pas, à nous suivre donc sur Spotify, on a un podcast dédié à l'utilisation. On a une newsletter aussi dédiée à l'aptitude à l'utilisation, une chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez retrouver, tous les replays des webinaires qu'on peut faire. Et aussi on poste régulièrement sur LinkedIn, sur l'aptitude à l'utilisation. Donc on a une petite question, y a-t-il des différences si les instrumentations sont patients spécifiques? Est-ce que vous pouvez développer un peu plus ce que vous entendez par, si les instrumentations sont patients spécifiques? Dans tous les cas, ce qui va dépendre, c'est, comment vous avez défini l'usage en fonction des utilisateurs. Mais, je suis pas sûre d'avoir très, très bien compris la question. Donc guide sur mesure, planif, approche chirurgicale non récurrente, car patient spécifique. Alors les différences sur ça ne vont pas être il n'y a pas de différence entre le CE ou, les États-Unis. Heu, enfin encore une fois, ce qui compte, c'est d'évaluer les utilisateurs que vous avez identifiés, l'interface que vous avez identifiée pour chacun des marchés, et de l'adapter au contexte de l'un ou de l'autre. Donc si l'approche chirurgicale, si c'est vraiment patient spécifique, là, ça va être, encore une fois, ça dépend des utilisateurs. Si c'est une approche chirurgicale non récurrente, ce qu'on va vous demander, c'est de prendre le contexte global, d'utilisation et de tester le plus de cas possible. Si par exemple c'est patient spécifique, mais avec les mêmes utilisateurs, de simuler plusieurs cas patients différents, d'avoir des planifications différentes, au niveau du dispositif. Si vous avez des protocoles différents en fonction des utilisateurs et des patients, on va surtout se baser sur l'utilisateur principal de la solution et donc du coup, dans ces cas-là, s'il y a plusieurs indications possibles, peut-être que des fois, vous pouvez avoir des mixtes, de patients au sein d'un même groupe utilisateur, mais ça va se baser sur leurs caractéristiques, sur l'interface et sur ce qui est attendu. Là, vraiment, c'est du cas par cas très, très, très spécifique. Ce qui compte dans votre évaluation, c'est d'aborder le plus de cas possible avec le profil utilisateur associé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Donc une nouvelle question, c'est de savoir s'il faut avoir un risk management report pour avant les tests de USAP pour la FDA ou si ça suffit de dire combien de risques acceptables ou pas dans notre dossier. Alors oui, il vous faut absolument, un risk management report, avant les tests de USAP. En tout cas, il vous faut une analyse des risques, finalisée pour, votre étude de usability en FDA, puisque, la FDA, enfin, pour bâtir votre protocole, vous vous basez sur votre analyse des risques, donc vous avez besoin vraiment d'avoir identifié
tous les risques, liés à l'utilisation. Avant d'aller, en FDA, dans tous les cas, votre protocole sans analyse des risques, il peut pas être fait. Vous aurez des cas très génériques, mais il peut pas être fait sans analyse des risques. L'analyse des risques, c'est vraiment la base de votre protocole. Donc juste dire le nombre de risques, acceptables ou pas dans le dossier, c'est pas suffisant. Il faut vraiment une description complète de tous vos risques, des conséquences, de la sévérité, et cetera, et de vos mesures de maîtrise du risque aussi. Et est-ce qu'on peut faire une prévalidation sur un modèle anatomique, worst case? Tout à fait. Après ça dépend ce qu'on attend prévalidation, mais par exemple sur une évaluation formative, vous pouvez très bien faire, ça sur, un modèle anatomique, même s'il n'est pas finalisé, si vous êtes encore au stade de prototype, pour avoir déjà des premiers retours. Ça, il y a aucun souci pour faire entre guillemets «de la prévalidation». Généralement, même ce qui est conseillé au niveau des évaluations formatives, c'est de faire des évaluations formatives à différents stages sur différentes méthodes et de faire une évaluation formative, on va dire répétition de votre évaluation sommative dans laquelle vous avez fait quasiment la même chose. Donc ça, c'est tout à fait possible, de le faire sur un modèle, anatomique. Il y a aucun problème là-dessus. Donc si jamais vous avez d'autres questions qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à me contacter, hein, je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Hem et du coup, merci pour votre participation et à bientôt sûrement pour un nouveau webinaire et je vous souhaite une bonne et vous allez recevoir, hein, le lien du replay par mail, juste après. Une bonne journée à tous.